RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. Lorsque l'art rentre à l'hôpital, c'est une autre forme de soins qui se déploie. À la clinique Les Nouvelles Eaux Marines, les résidents ont plongé dans un univers de création et de partage entre peinture et musique. Groka, l'artiste André Edinval Sidambarom, accompagné des époux Jacqueline et Yves Toll, ont animé des ateliers d'art-thérapie tout à fait lumineux. Un reportage touchant de Charlie Dagonia. C'est une journée culturelle présentée par la clinique Les Nouvelles Eaux Marines. Et en tant que je suis de métier, de profession ingénieur en informatique, néanmoins j'ai eu à traverser un certain nombre d'épreuves qui me permettent aujourd'hui de me rapprocher des patients et de leur offrir mon parcours et beaucoup d'espoir dans les pathologies qu'ils traversent, et à travers la couleur, à travers la peinture. Ce sont des moyens qui sont thérapeutiques pour chacun d'entre nous. J'ai dit une opportunité parce que c'est pas chaque jour qu'on peut le faire, c'est pas chaque semaine. Donc je remercie infiniment Madame Nicole Beauquin qui a vraiment initié ce projet et l'a mené de bout en bout et a invité Yves Toll et moi-même à venir ici pour apporter un brin, j'ai dit, de notre culture. Mais quand nous partageons notre culture, quand nous partageons notre patrimoine, c'est de l'amour. C'est de l'amour. C'est rappeler que nous sommes riches, c'est rappeler que nous avons la chance d'avoir un pays extraordinaire. Mais l'art aux côtés des patients, aujourd'hui, est manifesté comme une thérapie leur permettant de pouvoir s'évader et de pouvoir extérioriser, bien sûr, toutes les souffrances. Et c'est bien pour ça que cette exposition s'intitule « Et les blessures se transforment en beauté », puisque chacun d'entre nous, nous avons un temps frappé dans notre vie, peut-être traverser des rougissants qui nous amènent à pouvoir, en introspection, pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes et nous guérir par ailleurs. Et la beauté de l'art y contribue. Et c'est là aussi ma fonction aujourd'hui, à la rencontre de l'ensemble des patients et des résidents de cette structure. La musique Groka, le chant Groka, la danse Groka leur permettent de la rencontrer. Alors je crois qu'il y a des personnes qui sont en chaise roulante, quels qu'ils soient. J'espère qu'ils vont réagir par rapport à ce que je vais leur proposer et que nous allons pouvoir passer vraiment partager ce moment. C'est vraiment ça, c'est pas faire une prestation et que les gens soient là. C'est vraiment une notion de partage. Partager ce qui est nous et qui peut faire que chaque jour nous soyons des gens heureux. Je trouve qu'ils sont un petit peu isolés. C'est bien d'avoir fait cette manifestation-là. Ça fait une ouverture vers l'extérieur, vers ce qui se passe ailleurs. De ne pas rester trop cantonné dans un centre. Et puis là, cette peinture, ça me permet de montrer comment il y a encore une vie. Il y a la vie dehors, il y a les oiseaux, il y a les cocotiers, il y a la nature. Et quelle magnifique façon de mêler culture, transmission et guérison. Direction maintenant Pointe-à-Pitre, où la ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes est venue rencontrer une association engagée auprès des personnes en situation de prostitution. Une initiative audacieuse et est en marche, aider ces femmes du quartier de carénage à se reconvertir dans l'onglerie notamment. Un métier d'avenir. C'est Olivier Félix qui nous emmène dans cet échange sensible et porteur d'espoir. Dans le cadre de la venue de la ministre au Berger, on va mettre en avant le parcours d'une jeune dame qui a été lauréate d'un concours qui a été organisé en partenariat entre l'ADI, l'État et l'OFI dans le cadre de la semaine dans l'intégration, qui visait à promouvoir des personnes avec un parcours inspirant et qui ont créé des entreprises en Guadeloupe et qui font briller la Guadeloupe en créant de la richesse. Et cette dame a créé une onglerie sur Pointe-à-Pitre. Elle va venir présenter son parcours à Madame la ministre. C'est important pour moi d'être dans ce quartier.
parce que je crois qu'il faut se rendre partout, évidemment, partout où il y a des gens qui se mobilisent, qui s'engagent, où il y a beaucoup d'énergie. Et puis ici, on fait des choses qu'on ne fait pas ailleurs. On fait des choses innovantes, on fait des choses différentes. On a des gens qui sont très différents les uns des autres, mais qui arrivent à être ensemble et qui arrivent à porter des projets ensemble. Et c'est ça qu'on veut faire aussi dans notre pays, c'est-à-dire réussir à montrer qu'il y a de la diversité qui existe, qu'il y a de la mixité qui existe, et que cette diversité, cette mixité, elles font du bien à partir du moment où elles sont au service d'un même projet. Et c'est exactement ce qui est fait ici. Et puis c'était aussi très important pour moi de mettre l'accent sur une action qui est portée ici, qui est soutenue par l'État, qui est le soutien aux personnes qui sont en situation de prostitution. Parce que pour la France, ces personnes sont des victimes. Et je le redis très solennellement, les personnes qui sont en situation de prostitution sont des victimes. Elles méritent notre soutien, elles méritent notre protection. Et en revanche, évidemment, la France condamne à la fois les clients et évidemment les proxénètes, parce que ce sont des réseaux d'exploitation d'êtres humains par d'autres êtres humains, d'exploitation sexuelle. Et la France est même le seul pays au monde à prévoir une aide et un accompagnement pour les personnes en situation de prostitution, pour les aider, les accompagner à en sortir. Et voilà, il faut beaucoup de courage pour être une association et pour porter ce genre de projet. Et c'était très important pour moi aussi de leur rendre hommage et de saluer leur engagement, parce que c'est un engagement qui n'est pas facile. Ce sont des parcours de vie qui sont partagés, parce que parfois il y a du découragement, parfois il y a du doute, mais à la fin il y a des parcours formidables. J'ai eu la chance d'échanger avec Lucia, et voilà, en voyant des parcours comme le sien, ça vous montre ce qu'on peut faire dans notre pays de bien au service des autres. Des parcours cabossés, mais des rêves qui s'inscrivent, c'est la Guadeloupe qu'on aime. Sans transition, apprendre autrement, c'est aussi ressentir autrement. Au domaine Cadou de Petit-Bourg, une marche découverte a rassemblé des adultes en situation de handicap autour des arbres fruitiers de la Guadeloupe. Une balade ludique, pleine de couleurs et de senteurs pour sensibiliser à la beauté de notre environnement par le sport. Reportage signé Solène Fèvre. Le CIO, le Comité olympique national et sportif, nous avait demandé de mettre en place un projet, de répondre à un appel à projet sur Impact 2024. D'accord ? Donc c'était l'année des Jeux olympiques. Donc nous avons choisi comme thème le sport comme vecteur de l'environnement et de la planète. Il faut savoir que nous avons reçu déjà plus de la moitié des établissements scolaires de Petit-Bourg. Et aujourd'hui, nous recevons un public en situation de handicap. Donc, on adapte un petit peu le projet. Donc, aujourd'hui, c'était la marche découverte des différents arbres fruitiers, des différentes plantes médicinales. Et aussi, on a un atelier de tri. On adapte bien sûr les questions. Et on a un atelier de châtaigne et un atelier de crêpes. On a visité les jardins, c'est déjà pour pouvoir les faire marcher un peu, parce que ce sont des adultes en situation de handicap. On a des trisomiques. Donc voilà, ce sont des gens passionnants et ils ont été vraiment attentifs, ils étaient ouverts, ils ont même goûté des fruits, ils étaient très ouverts. Bon. Oui. Toi, tu aimes bien marcher dans la nature ? Oui, j'aime bien marcher et j'aime bien aussi un jardin. Et ma maman a dans les jardins, avec des plantes. Automatiquement, tous les vendredis, tout le monde est à sa tenue de sport. On marche, on fait du basket, on fait du foot, on fait du tennis sur un terrain qui est dédié à Petit-Bourg également. Donc aujourd'hui, c'était l'idéal dans un cadre naturel pour pouvoir allier marche sportive et découverte de l'environnement et pour apprécier un petit peu tous les produits qui sont offerts dans ce cadre exceptionnel. Les personnes handicapées, en fin de compte, c'est un challenge parce que j'ai déjà eu beaucoup de salariés en situation de handicap. On a eu des sorties positives pour pas mal d'entre eux. Et là, on est en train de monter une entreprise adaptée où on va embaucher essentiellement que des personnes en situation de handicap. Et la nature parle à ceux qui savent l'écouter. Il fut l'une des grandes voix de la Guadeloupe. Guy Cornely, disparu il y a 20 ans, continue d'inspirer par son œuvre et son engagement. Un hommage a eu lieu à la bibliothèque Achille René Boisneuf de Pointe-à-Pitre. Un hommage qui rend hommage, à l'engagement de ce grand homme. C'est Charlie Dagonia qui était sur place pour Canal 10. L'objectif, c'est rendre hommage à défunt Guy Cornely pour les 20 ans de sa mort, mais aussi mettre la lumière sur les travaux qu'il a engagés, la dimension de ce qu'il a laissé à la population
Et la preuve en est, les personnes autour de cet événement qui ont répondu présent, donc le docteur Henri Joseph, Tony Henry, monsieur Franck Garin, donc témoignent aussi de cette volonté de transmettre ce que nous a laissé ce grand Guadeloupéen. Guy Corneli, c'est un monsieur, même des fois j'allais le voir au Rézé, à ces petits bancs un soir là. Guy Corneli, tout les Guadeloupéens devaient connaître Guy Corneli. Je me rends compte qu'heureusement, on a eu cette chance d'avoir ce courant de transmission, parce que il faut savoir qu'on a un savoir traditionnel pour nos plantes, pour leurs usages, mais il fallait des gens qui puissent transmettre. Et lui, il transmettait. Il savait que ça rentrait là, pour certains, ça sortait là, mais lui, il parlait. Et quand je l'ai rencontré, donc, il m'a vraiment formé à la connaissance. Parce qu'en fait, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que c'est un autodidacte, en fait. Il a appris tout seul. Hein. Eh bien, il représente aujourd'hui quelqu'un qu'on n'a plus. Parce que c'est un phénomène. C'était quand il a sorti le truc là, c'est nègre marron, c'est nègre. Pour écouter ça, ça belle, tout bitagui. Ah non, c'est vrai. Quand on a eu la pharmacopée des Caraïbes, mon premier geste a été de lui porter la pharmacopée des Caraïbes. Et je revois cette image, je lui remets donc le livre de Tramil. Il me prend dans ses bras, il s'est mis à pleurer. Il a plus de 80 ans. Il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, écoute-moi mon petit-fils, je peux partir en paix. Et pour moi, j'étais tellement heureux, comme si pour lui, qu'il avait fait la transmission, et il sait que d'autres vont faire cette transmission, et qu'il n'a pas travaillé pour rien. Un bel hommage pour un homme, pour une voix qui résonne encore dans nos mémoires 20 ans après. Après le décès récent du pape François, notre équipe est allée recueillir vos impressions, en posant la question suivante. Quelle image garderez-vous de ce pape et de son pontificat? Vos réponses spontanées avec Maxime Morel et Olivier Félix. C'est un pape exceptionnel que nous avons eu. Le pape François, il ne parle pas uniquement pour les jeunes, pour les personnes âgées, la paix. Il aime ça. Grande humilité. Et beaucoup de proximité avec les plus pauvres. Il a œuvré pas mal, il a prié, il a beaucoup fait, il a beaucoup aidé. Personnellement, c'est un pape qui voit de près, il aime les personnes plutôt que les personnes qui n'ont rien, vous voyez. Les enfants et tout ça. Mais il a fait pas mal de choses pour les chrétiens, surtout à Rome. Il avait vraiment un public qui l'ont accompagné durant ces derniers jours. C'est depuis un an qu'il est malade. Voilà. Ce fut un homme extraordinaire que nous avons reçu et que nous avons aimé, et même au moment de sa mort, que nous continuons à aimer. Un homme d'une grande bonté, d'une grande simplicité, très proche des plus pauvres, de ceux qui en ont le plus besoin. C'est un passage, on doit tous passer par là, la mort, donc qu'il repose en paix. Voilà, je garde un bon souvenir de lui. Depuis son décès, je vis avec. Je me dis, ce n'est pas possible, mais il y a une fin à tout. Il a donné, merci. Merci, Père François. Merci, Pape François. Et pour continuer à parler de transmission et d'excellence, nous recevons sur ce plateau Madame Mylène Lamy, vous êtes directrice de l'école Génie en Herbe. Oui. Et à vos côtés, Myriam Douaret, vous êtes parent d'élèves. Merci mesdames d'être sur notre plateau. Vous êtes là pour parler évidemment de la suspension de la fermeture de l'établissement Génie en Herbe et de sa réouverture. Alors déjà, commençons dans le vif du sujet. Cette décision de fermeture jugée beaucoup trop sévère, je suppose que la suspension vous ravit aujourd'hui et augure peut-être de meilleurs lendemains pour cette école.
Effectivement, nous sommes très heureux de cette décision et nous allons tout mettre en œuvre pour repartir dans les meilleures conditions. Nous sommes prêts et nous sommes dans l'axe d'être en conformité par rapport à ce qu'on nous demande, puisque c'est la loi. Et donc, pour nous, ça nous permet de rebondir et de faire que l'école grandisse, en fait. On le voit à l'écran, cette école basée sur une forme de pédagogie positive pour des enfants intellectuellement précoces, dans un encadrement bienveillant. Comment est-ce que vous avez, déjà premièrement, revenons à cette décision de fermeture, comment est-ce que vous l'avez accueilli? On a vu que c'était un peu brutal, c'était un peu violent tout cela. Je suppose que c'est quelque chose qui a marqué les esprits. Oui, c'était très violent, très subite, et où on ne comprenait pas en fait. Et pour les enfants, ça a été un drame. Hein. C'est un drame psychologique qu'il va falloir qu'on répare. Parce que ces enfants-là sont sortis meurtris, ils n'ont pas compris. Donc il va falloir leur donner la parole pour qu'ils puissent verbaliser tout ce qu'ils ont vécu et les remettre d'aplomb en fait. Madame Douaret, justement, parlons-en. Vous êtes parent d'élève scolarisé dans cette école, génie en herbe. Comment est-ce que ça s'est passé, cette fermeture brutale? Dans quel état d'esprit sont les enfants aujourd'hui? Ça a été extrêmement violent pour eux. Même pour nous, parents, ça a été d'une brutalité atroce, où on s'est senti... on nous a enlevé nos rôles d'éducateurs, on nous a enlevé le choix de pouvoir accompagner nos enfants comme on le souhaitait. Pour les enfants, forcément, ça a été difficile, puisqu'ils se disaient qu'ils étaient quand même dans quel... Ce sont des enfants, pour la plupart, qui ont subi des choses compliquées ailleurs et qui, là, avaient trouvé un équilibre, avaient repris goût à l'enseignement, avaient retrouvé le goût de s'ouvrir aux autres. Et du jour au lendemain, on leur a tout pris. Donc, il y en a qui s'accrochent. On a fait un maximum, nous, parents, pour garder le lien avec eux, leur permettre d'être ensemble, les aider à verbaliser ce qu'ils ressentaient. Et aujourd'hui, ils attendent qu'une seule chose, c'est de pouvoir reprendre le chemin de l'école et essayer de reprendre une vie, j'ai envie de dire, normale. Alors justement, parlons de cette réouverture, la suspension de la fermeture, en tout cas de cette décision. Madame la directrice, que va-t-il se passer à partir de maintenant? À partir de maintenant, on va réouvrir l'école. Donc réouvrir les établissements, puisqu'il y en a 3. Accueillir les élèves qui veulent bien revenir, parce que il y en a qui se sont déjà organisés. Et donc les parents qui sont prêts à faire revenir leurs enfants, on va les accueillir. Ce sera pas tout de suite, on va pas tout de suite tomber dans le bain de l'apprentissage. Nous avons une psychopédagogue qui intervient dans l'école et qui va faire un travail avec eux, un travail psychologique, un travail pour les remettre, leur permettre d'en parler, d'échanger, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, et ensuite pour repartir. Donc, voilà. Comment est-ce que vous jugez cette décision, quelque part? Je veux dire, sur quoi? Quels sont les éléments que l'on vous avance? Puisqu'on trouve ça quand même un peu surprenant, même assez inimaginable qu'on puisse comme ça décider de la fermeture d'une école sans argument fort. Qu'est-ce que l'on vous a avancé exactement? Écoutez, ça portait beaucoup sur la partie administrative, des documents, le profil des enseignants qui n'étaient pas tous conformes, et selon eux. Et bien entendu, il y avait effectivement... 1 ou 2 enseignants qui manquaient, leur diplôme n'était pas présent au moment de l'inspection. Donc tout ça a été rétabli. Mais dans la majorité, la majeure partie de nos enseignants ont les aptitudes pour enseigner. Donc ils sont capables d'être face à des élèves. Donc c'est déjà ce qu'on nous reprochait. On nous reprochait aussi les problèmes de sécurité, d'hygiène. Donc tout ça, on l'a démontré... par des constats qu'on a fait dans l'école pour montrer que il y a 3 WC, pas un seul. Donc il y a un entretien périodique de l'école, même si les enfants font de la responsabilisation, puisque ils nettoient eux-mêmes leur salle aussi. Et donc c'est sur ces points-là en fait. Donc ça, on peut le comprendre, mais on n'a pas compris pourquoi après un rapport, on n'a pas eu à nous expliquer en fait. Donc ce rapport est tombé, la décision est tombée, et en fait
On n'a pas eu la possibilité de corriger quoi que ce soit et de savoir sur quoi, effectivement, on nous faisait des reproches. Donc, c'est un peu ça, l'histoire. Okay. Aujourd'hui, en tout cas, on a compris, suspension de cette fermeture, préparation de la réouverture progressivement. S'il y avait un message pour nos téléspectateurs, ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui aussi ont été percutés par cette histoire, quels seraient vos messages à toutes les deux? Mon message, c'est venez. Aux enfants qui sont partis, qui peuvent revenir. Revenez, c'était votre petit paradis. Il y en a beaucoup que j'ai rencontrés qui disaient qu'ils étaient en famille, ils considéraient leurs camarades comme leurs frères et sœurs. Donc, revenez à la maison. Voilà, tout simplement. Moi, je dirais qu'il y a l'avenir. Et là, je vais lancer un message à nos politiciens, parce que nous sommes demandeurs de sites. On cherche à grandir, à s'étendre, et c'est vrai qu'on a déjà fait la demande. Et là, donc, je tiens quand même à remercier un élu qui nous a tendu la main en la personne de Monsieur Jalton. Et donc, j'espère qu'on va nous entendre et qu'on va nous accompagner, parce que c'est quand même brutal financièrement, administrativement. Oui. Il y a des enseignants qui travaillaient, qui ne travaillent pas, des salariés qui se retrouvent au chômage. Donc, c'était quand même c'est compliqué. Donc, il va falloir repartir. Donc, oui, on aura besoin d'aide. On aura besoin, voilà. Et d'accompagnement. Dernière question, on n'a pas précisé des élèves qui sont accompagnés du CP à la terminale en termes de taux de réussite, parce que des fois, c'est ce qui est avancé. Ce sont des élèves qui performent lors de les élèves, nos élèves qui passent l'examen. Il y a un examen d'entrée dans le public. Quand ils sortent de notre établissement, ils passent un test pour retourner dans le public. Ils réussissent, brillamment d'ailleurs. Ceux qui passent le brevet, on a un taux entre 80 et 90% de réussite. Donc, c'est des enfants qui réussissent très bien. On a des élèves qui vont au bac très jeunes, qui vont au brevet très jeunes, parce que ce sont des enfants qui s'ennuient et qui ont besoin d'aller... et ils ont les capacités, donc le cerveau va vite. Même s'ils n'ont pas l'âge, mais ils ont un cerveau qui demande à être nourri. Exact. Très bien. Écoutez, mesdames, merci beaucoup. Oui, vous voulez rajouter, madame Goret? Allez-y. Juste remercier toutes les personnes qui nous ont accompagnés pendant cette période, par un mot gentil, qui ont signé nos pétitions, qui ont cherché à comprendre l'histoire. Donc, je tiens vraiment à les remercier, puisqu'ils nous ont donné aussi la force de nous battre. Et ils étaient étonnés de découvrir qu'il y avait une telle structure en Guadeloupe dont ils n'avaient jamais entendu parler. C'est cela. Voilà. Donc, je tiens vraiment à les remercier. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.